Madame, Monsieur, bonsoir. Je voudrais en cette nouvelle année 2024 adresser à chacun de vous mes meilleurs vœux de santé, de grands accomplissements dans votre vie personnelle que professionnelle et surtout d'abondantes grâces divines pour un Togo de plus en plus moderne, paisible, prospère et solidaire. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce tout premier numéro de l'année du talk show du spécialiste ce samedi 6 janvier 2024. Au Togo, la loi de finances exercice 2024 adoptée par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2023 s'équilibre en ressources et en charges à 2179,1 milliards de francs CFA. Le budget de l'État est composé de recettes et dépenses de ressources et charges de trésorerie ainsi que de recettes et dépenses de comptes spéciaux du Trésor. Cette prévision budgétaire de l'État est axée sur la poursuite de l'exécution des projets et programmes de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, du soutien à la résilience de l'économie aux couches les plus vulnérables, de la défense de l'intégrité du territoire national et la consolidation de la paix et enfin du financement des élections législatives et régionales qui devraient se tenir au plus tard à fin du premier trimestre 2024. Je suis Samiroudine Ouroussama, juriste défenseur des droits humains et président de l'association Initiative citoyenne des jeunes, La Voix des enfants. L'exercice auquel nous nous adonnons aujourd'hui dans le talk show du spécialiste tourne autour du thème: quelle implication réelle sur le bien-être des populations après donc l'adoption de la loi de finances exercice 2024. Mesdames, Messieurs, vous savez, pour une deuxième année consécutive, notre pays a fait d'énormes progrès, des progrès salutaires. Vous savez, le pays vient de passer le cap de 2 milliards en termes donc de prévision budgétaire. Nous voudrons donc dans cette émission adresser nos vives félicitations donc et nos encouragements donc aux autorités togolaises, notamment au chef de l'État Fogna Singbe, qui ne ménage aucun effort lorsqu'il s'agit donc de l'amélioration des conditions de vie des populations togolaises, donc des conditions de vie et de travail de chacun des Togolais que nous sommes. Vous savez, le budget de l'État, c'est en quelque sorte la vision donc que les plus hautes autorités ont du pays. Donc les prévisions budgétaires, ce n'est pas de l'argent disponible, comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont des prévisions en termes de mobilisation de recettes, en termes de dépenses, donc qui vont être enclenchées donc par les plus hautes autorités, donc dans le cadre donc du fonctionnement donc de l'État, dans le cadre des différents investissements et tout ça là. Donc comme je l'ai dit, il est important donc de pouvoir saluer ces efforts-là qui deviennent de plus en plus consistants au cours de ces dernières années. Vous savez, le budget de l'État, donc la loi de finances, si on peut le dire de façon globale, parce que en réalité, la loi de finances est beaucoup plus le côté test. Donc, c'est le cadre juridique qui prévoit les questions de recettes, donc les différents impôts, soit les impôts directs, les impôts indirects, donc les taxes, les emprunts et tout ce que vous connaissez déjà. Donc, c'est en quelque sorte le cadre juridique, mais quand on parle de budget, c'est beaucoup plus l'aspect financier. On parle de la comptabilité, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne va pas passer tout notre temps à faire une clarification entre ce qu'on peut appeler la loi de finances et ce qu'on peut appeler le budget de l'État, puisque, en grosso modo, ça revient à dire la même chose. Ce sont les prévisions de recettes et des dépenses de l'État dans le cadre d'un exercice budgétaire. Donc, quand on prend aujourd'hui le budget de l'année 2024, il est composé donc de recettes, comme je l'ai dit, de dépenses budgétaires, de ressources et de charges de trésorerie, ainsi que de recettes et de dépenses des comptes spéciaux du Trésor. Donc, vous avez par exemple des recettes budgétaires qui sont des recettes budgétaires qui équivaut donc à quelque chose de 1 comment on l'appelle, 1279 1 milliard de francs CFA en augmentation de 6,2% par rapport donc à son niveau en 2023. Et en termes de dépenses, on avoisine à peu près à 1636,3 milliards de francs CFA en augmentation également de 4,1% par rapport à son niveau de 1572,3% et de 1572,3 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2023. Donc, il en résulte des opérations budgétaires, un déficit de 357,2 milliards de francs CFA, représentant donc
à 5,9% donc de notre PIB, donc le produit intérieur brut contre 6,6% en 2023. Donc le déficit budgétaire sera entièrement financé par l'excédent des opérations de trésorerie de 357,2 milliards de francs CFA. Donc quand on regarde un peu ces différentes informations proviennent donc du ministère de l'économie et des finances et on se rend compte que quand on prend également au niveau de la loi de finances exercice 2024, on voit que 669,186,688 francs, 668 francs pour être beaucoup plus exact, francs CFA des ressources sont consacrés donc à l'axe premier de la feuille de route gouvernementale intitulée renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix. 419,363,033 francs CFA à l'axe de la feuille de route gouvernementale. Donc pour dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, vous savez, pas plus qu'hier, le gouvernement a donné les résultats donc du concours de recrutement des enseignants fonctionnaires au niveau des enseignements préscolaires, primaire, secondaire, premier, second degré. Donc c'est en quelque sorte un exemple palpable. Donc quand on prend le budget comme elle l'appelle en 2024, emprunt donc à l'exécution des projets des projets structurants à forte coloration sociale, porteurs de croissance inclusive et de plus en plus basés donc sur les enjeux du moment et des priorités de développement du pays. Donc nous avons voulu également vous apporter quelques informations donc liées à comment le budget donc de l'État exercice 2024 est structuré. Donc vous voyez un peu les différentes dotations en termes de dépenses qui vont être opérées donc tout au long de l'année civile 2024. Donc on se rend également compte que, c'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui le budget de l'État, vous vous rendrez compte que la majeure partie donc de la mobilisation de ressources sont consacrées donc au secteur social. Donc l'exercice auquel nous nous adonnons aujourd'hui, c'est de voir un peu dans tout ce qui a été prévu en termes de provision budgétaire, donc en termes de mobilisation des recettes, mais également en termes de dépenses qui vont être opérées, ben, quelles sont les implications réelles en termes d'amélioration donc des conditions de vie et de travail donc des populations. Donc de façon beaucoup plus, comment l'appelle-t-on, beaucoup plus précise, lorsqu'on prend aujourd'hui le budget, vous avez, donc quand on prend le budget de façon globale, vous avez les recettes et les dépenses, mais quand on prend un peu, quand on parle de budget, d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est une prévision, il n'y a pas de l'argent tout à l'heure qui est disponible. Donc, c'est au fur et à mesure que l'État mobilise les ressources, au même moment, l'État fait face à des différentes dépenses. Donc, quand on prend le budget, il y a ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement. Donc, quand on prend notre administration, les différentes directions, les différents ministères, les différents services stratégiques et tout ça là, les différents organes, les différentes institutions de la République, donc tous ces services-là, bon, ont au cours de cette année budgétaire, prévoient donc leur budget, par exemple. Donc, ce qu'ils vont assurer leur fonctionnement, donc en termes de paiement des factures d'électricité, en termes de matériel de bureau, donc les feuilles de rame, et comment l'appelle-t-on, renouvellement d'un certain nombre du matériel roulant, donc du matériel mobilier. Donc, vous avez voir certains bureaux qui vont être améliorés, tout ça là, en termes d'entretien donc de ces différentes institutions, de ces différents services, de ces différentes directions et tout ça là. Donc, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement. C'est ça qui permet à l'administration de fonctionner. Vous voyez, c'est ce qui fait que lorsque vous prenez aujourd'hui les États-Unis, on se rend compte que lorsqu'il y a un problème au niveau du Congrès, c'est l'administration qui est paralysée parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir faire fonctionner une administration. Donc, l'administration est appelée, est souvent amenée à fonctionner, comment l'appelle-t-on, à fonctionner faiblement. Donc, c'est pas dans son entièreté. Donc, l'État, dans le cadre donc du budget exercice 2024, l'État prévoit une partie donc des ressources donc pour assurer donc le fonctionnement de l'administration publique. Donc, au-delà de ça, on a ce qu'on appelle des allocations ou des subventions. Vous savez, beaucoup de secteurs aujourd'hui sont subventionnés par l'État. On parle du secteur du pétrolier, du secteur de la santé. Ce que l'État doit donner ou ce que l'État doit débourser pour permettre à ce que le citoyen lambda puisse avoir accès à ces différents services-là
à un prix moindre, c'est-à-dire avec la même qualité, mais à un prix moindre. Donc, on parle des allocations, dans d'autres pays, on parle des allocations chômage et tout ce que vous connaissez, où l'État doit verser directement des fonds à certaines personnes qui sont au chômage de façon temporaire et tout ça là, ceux qui perdent leur boulot et tout ça là. Donc, c'est ce qu'on appelle des allocations et tout ça là. Et dans notre pays, vous avez déjà le ministère, si je me rappelle très bien, le ministère du développement à la base a mis en place un certain nombre de programmes pour permettre à ce qu'on puisse faire des transferts monétaires à certaines couches de la population qui sont considérées comme des populations démunies, vulnérables. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie donc du budget qui va donc dans ce sens-là. C'est pas si on se comprend véritablement. Mais quand on quitte à cela, on voit également comment l'appelle-t-on, une partie qui est consacrée à l'investissement et puis comment je vais dire ça, à l'investissement et puis à la réalisation. Donc en termes d'infrastructures routières, en termes d'aménagement d'un certain nombre de services, donc tout ce qui est investissement, que ce soit dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine des infrastructures aéroportières, portières et tout ce que vous connaissez, ou que ce soit dans le domaine des infrastructures informatiques, donc dans le domaine numérique. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, nous voulons, ou l'État ambitionne donc de rendre les services publics de plus en plus accessibles, donc à travers le web, à travers le numérique, donc la digitalisation de façon progressive d'un certain nombre de services publics. Donc l'État s'est donné comme cap atteindre 75% de digitalisation donc des services publics dans l'administration publique. Donc il y a également ce côté-là. Il y a également comment l'appelle-t-on, le paiement de la dette. Vous savez, nos pays, hein, ce n'est pas une particularité togolaise. Quand vous prenez également d'autres pays, mais les pays, à un moment donné, par rapport à leur faible capacité de mobilisation des recettes, c'est vrai qu'au cours de ces dernières années, nous avons connu une amélioration en termes donc d'amélioration donc de la mobilisation des recettes. C'est vrai, il faut saluer les performances de l'Office togolais de recettes et toutes ces sociétés d'État qui contribuent donc au budget de l'État. Ils font énormément d'efforts et ça, c'est grâce aux différentes réformes qui ont été opérées par les plus hautes autorités de l'État sous le leadership du président de la République, Faure Gnassingbé. Donc, il faut saluer cela. Mais, nonobstant tous ces efforts-là que nous faisons, à un moment donné, nous sommes appelés donc à contracter un certain nombre de dettes auprès des institutions de Bretton Woods, par exemple, auprès du FMI, par exemple, auprès de la Banque mondiale, auprès d'un certain nombre de structures financières internationales, même au niveau local. Donc, de façon globale, on les retrouve dans le vocable dette de l'État. Donc, il faut maintenir le service de la dette. Donc, chaque année, l'État doit prévoir une partie du budget qui vise donc à rembourser progressivement la dette du pays. Parce que quand vous empruntez pour pouvoir réaliser un projet, il faudrait rembourser cela. Il faudrait rembourser pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir emprunter de plus en plus et tout ça. Donc, vous comprenez un peu. Donc, il y a cette partie-là. Il y a également ce qui permet donc de contribuer, donc la contribution de notre pays au sein des institutions internationales. Quand on prend l'Union africaine, quand on prend la CEDEAO, quand on prend la Commonwealth, par exemple, où nous faisons partie désormais, quand on prend un certain nombre d'organisations auxquelles nous appartenons, notre pays apporte donc sa contribution. Donc, on parle de contribution des différents États au fonctionnement de ces institutions-là, régionales et internationales. Donc, quand on prend le budget, c'est tout un ensemble, on retrouve de ces choses-là. Donc, il n'y a pas de l'argent tout à l'heure qui est disponible. Il n'y a pas de l'argent qui est là où l'État va puiser. Donc, ça veut dire que c'est par rapport à la capacité de mobilisation de l'État que l'État va faire face à ces différentes dépenses-là au fur et à mesure. C'est pas si on se comprend véritablement. Donc, c'est dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on appelle, donc préalablement, il y a ce qu'on appelle la loi de finances initiale. Au fur et à mesure que l'État est en train de mobiliser les ressources, il y a des problèmes. S'il y a des difficultés, on va adopter ce qu'on appelle une loi de finances rectificative. Et tout cela. Et à la fin, on aura une loi comment l'appelle-t-on? Loi de règlement, donc qui vise à constater donc la fin de l'exécution du budget et à conclure, donc à faire des conclusions pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, tout ça là. Donc l'objectif, c'est de voir aujourd'hui, dans le cadre de ce talk show que nous sommes en train d'animer, quel est véritablement ce changement que le budget de l'État va apporter sur le bien-être des populations, sur le quotidien des populations. Et on se rend compte que quand on prend aujourd'hui, comment l'appelle-t-on, on prend aujourd'hui le budget, on retrouve également dans ce budget une partie des ressources qui vont être consacrées donc à la couverture maladie universelle. Vous savez, c'est un programme phare du chef de l'État, une réforme sociale d'envergure qui vise donc à renforcer la protection sociale. Donc,
l'État a pris en charge sur lui pour les populations qui n'ont pas des capacités de cotisation, donc les populations diminuées vulnérables. L'État a pris en charge sur lui d'apporter une dotation budgétaire pour faire face donc à ces dépenses-là qui vont être occasionnées par rapport à ces soins de santé qui vont être, comment l'appelle-t-on, donnés à ces personnes-là. C'est parce qu'on se comprend véritablement. Donc ça, c'est le premier volet, ça, la couverture maladie universelle. Et c'est le secteur de la santé, parce que quand on prend le budget, vous retrouvez énormément de secteurs d'activité. Donc vous avez la santé, il y a énormément de dotations budgétaires. Il y a le secteur de la, comment l'appelle de la sécurité. Il y a le secteur de l'éducation. Il y a c'est-à-dire les secteurs vitaux en termes d'amélioration de dessertes en eau potable, par exemple, en termes comment l'appelle-t-on, du renforcement du renforcement donc de la sécurité alimentaire donc à travers l'investissement dans la productivité agricole et tout ça. Donc vous retrouvez tous ces secteurs là. Nous allons essayer, bien que c'est un peu très vaste, ces différents aspects qui ont été touchés par le budget de l'État. Nous allons essayer d'apporter des éléments concrets pour que vous compreniez un peu l'impact que cela peut avoir sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Donc, vous savez, la couverture maladie universelle, comme je l'ai dit. Donc, vous savez, il y a une panoplie de mesures qui ont été déjà annoncées dès janvier là, de façon progressive. Cette mesure va être mise en œuvre pour permettre à ce que ben, les moyens financiers ne constituent plus un obstacle lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on a besoin des soins de santé. Vous avez également la couverture santé universelle. Donc, disent l'État prévoit la réhabilitation des différents CHU. Donc, vous avez le CHU Tokoin et le CHU de Kara. Le CHU Campus, autant pour moi. Vous avez le centre hospitalier universitaire, donc campus de l'Université de Lomé. Et aussi, vous avez celui de Kara qui vont être équipés. Vous avez également l'équipement des structures de santé existantes, notamment les différents CHU, les autres CHU, donc CHU Sylvanis Olympio. Vous avez également comment l'appelle-t-on? Vous avez également les CHR au niveau de chaque région. Vous avez les centres de santé périphériques. Vous avez les unités de santé. Vous avez les centres de santé. Vous avez les unités de santé périphériques. Donc, non seulement il y aura le renforcement de l'équipement de ces structures de santé existantes. Ensuite, il y aura la construction des nouveaux centres de santé. L'État a pris en charge sur lui parce que ça fait partie des différents défis à relever en termes de la réussite donc de la couverture maladie universelle. Il faut qu'il y ait des infrastructures sanitaires adéquates, il faut qu'il y ait un personnel médical aussi en place et tout ça là. C'est tout cela qui permet à ce qu'on puisse réussir donc la mise en œuvre de la couverture sanitaire, la couverture santé, la couverture maladie universelle. Ensuite, les unités de soins de santé périphériques, certaines vont être construites sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez l'État dans le secteur de l'éducation, non seulement les salles de classe sont en train d'être construites. Quand vous prenez aujourd'hui les différents programmes qui sont pilotés au niveau du ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques, vous allez voir qu'il y a de programmes phares qui visent donc à améliorer non seulement les infrastructures scolaires en place, mais également à équiper ces écoles-là du matériel informatique. Il y a déjà des projets qui sont mise en œuvre de façon palpable, vous pouvez voir ça de façon visuelle. Mais au-delà, l'État ambitionne de construire dans le secteur de l'éducation 2 universités. Donc, rénover ou continuer l'université, continuer à mettre en place l'université de Kara, mais également l'université de Dacha, qui a été annoncée, qui va être construite au cours de l'année 2024. Il y a également l'accès à l'énergie, à l'électricité. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, il y a énormément d'investissements dans le secteur de l'énergie, avec le développement donc des énergies renouvelables comme l'énergie solaire par exemple. Il y a des choses qui sont en train d'être faites par le pays pour s'assurer une autonomie dans le domaine de l'énergie. Donc en termes d'énergie, permettre à ce que des personnes qui sont au fin fond dans les localités les plus reculées puissent avoir accès donc à l'électricité, puissent avoir accès à l'énergie. Comme on le dit, le moteur de toute chose, c'est l'énergie. Non seulement il faut avoir une bonne santé, c'est pour ça que l'État renforce les investissements dans le secteur de la santé, pour permettre à ce que les gens puissent être en bonne santé pour aller travailler. Mais pour pouvoir industrialiser un pays, il faut que vous ayez des capacités de production de l'énergie assez conséquentes. Et l'État est conscient de cela. Et vous savez, depuis un certain nombre d'années, des efforts sont en train d'être faits aussi dans ce sens-là. Il y a un engagement permanent donc du chef de l'État pour permettre à ce que notre pays puisse avoir une autonomie en termes donc de capacité de production donc de l'énergie électrique. Donc il y a énormément d'efforts qui se font dans ce sens-là. Donc vous avez au niveau de ce volet-là,
l'électricité pour permettre à ce que les gens puissent avoir de l'électricité à un prix abordable. Aujourd'hui, quand vous prenez la sous-région, la tendance qui est une augmentation. Hein? Il y a une augmentation donc du prix du kilowattheure au niveau des pays limitrophes ou au niveau de la zone CEDEAO. Donc aujourd'hui, l'État investit énormément pour permettre à ce que les populations puissent avoir accès à une énergie, non seulement une énergie de qualité, mais une énergie permanente à un prix abordable, à un prix moindre, à un prix, si on peut le dire, à un prix cadeau véritablement, pour permettre à ce que les populations n'aient pas à débourser énormément d'argent pour avoir accès à l'énergie. Et l'État est en train de moderniser l'économie. La modernisation de l'économie passe par quoi? La modernisation de l'économie passe par l'amélioration du climat des affaires. Au cours de ces dernières années, on a eu énormément de réformes. Donc, il y a des avancées considérables. Les différents rapports, les différentes publications des organisations internationales comme la Banque mondiale témoignent véritablement des efforts consentis par notre pays en termes d'amélioration du climat des affaires. Et lorsque vous avez un climat d'affaires propice à l'investissement, lorsque vous avez un climat des affaires qui met en confiance les différents investisseurs, vous avez une économie qui évolue, vous avez un taux de croissance assez conséquent et qui permet à ce que chacun puisse ressentir cela dans son panier, dans le panier de la ménagère et tout cela. Donc, ce sont des efforts qui ne produisent pas, pour certains, des effets immédiats. Il faut un peu de temps pour constater un peu les effets positifs que cela a sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Mais certains, vous constatez, les effets sont perceptibles, au fait. Vous constatez véritablement cela. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, au-delà de ça, c'est de faire en sorte qu'il y a un renforcement de la digitalisation dans tous les secteurs de l'économie nationale. Vous avez l'OTER a annoncé les couleurs pour cette année 2024. La TVM qui est désormais digitalisée, l'obtention donc du numéro d'immatriculation fiscale, le NIF, qui est également en vigueur à partir donc déjà à partir du 2 janvier. Donc il y a des efforts dans ce sens-là. L'État même s'est engagé personnellement à renforcer cela, donc à l'obtention d'un certain nombre de services publics. Il faut moderniser. Non seulement il faut moderniser, il faut également utiliser l'outil numérique qui est un allié important pour essayer de faciliter la vie quotidienne donc aux populations un peu partout lorsque nous nous retrouvons, quelle que soit la partie dans laquelle nous nous retrouvons. Il y a également l'équipement et la dotation des forces de défense et de sécurité. Vous savez, la sécurité, ou la paix, c'est la première richesse que nous avons. Vous savez que la cohésion sociale, la paix durable, ce sont des concepts qui tiennent à cœur le président de la République, Faure Gnassingbé. Pour lui, il est important que nous puissions travailler à promouvoir la paix, à promouvoir la cohésion sociale. Et pour cela, pour pouvoir préserver ces différents acquis que nous avons eu au cours de ces dernières années, il faudrait qu'on instaure un dialogue, il faudrait qu'on instaure, des discussions qui permettent à ce qu'on puisse trouver des solutions consensuelles à tous nos problèmes et tout ça là. Et vous savez, le nord du Togo est emprunt donc à des incursions djihadistes et terroristes depuis quelques années déjà. Nous subissons donc les conséquences des différents phénomènes qui ont cours. Donc, par exemple, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, tout ça là. Ce ne sont pas le seul, donc, au niveau de l'espace CEDEAO. Vous avez le Bénin également qui en subit, le Ghana, tout récemment également. Donc, l'État consacre une partie, donc, du budget à renforcer, l'équipement militaire, donc, de nos forces de défense et de sécurité pour leur permettre véritablement de faire face, donc, aux différentes incursions de l'ennemi, pour le permettre donc de préserver la paix, de préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Donc, cet aspect également a été pris donc par le gouvernement. Vous savez, le chômage ou l'absorption donc du taux de chômage, c'est également un aspect qui est également pris en compte par le gouvernement. Donc, il y a des concours qui sont annoncés courant l'année 2024 pour permettre à ce que les populations qui ont des compétences nécessaires dans les différents domaines puissent avoir accès donc à un emploi sécurisé. L'État s'engage véritablement à faire en sorte que que les populations, que les jeunes puissent avoir donc un emploi stable et pouvoir subvenir à leurs besoins. Vous savez que notre pays va connaître donc un certain nombre d'élections au cours de cette année également. Les élections législatives et régionales qui sont annoncées se tenir avant la fin du premier semestre 2024. Vous savez, depuis un certain nombre d'années,
depuis plusieurs années, le pays s'efforce donc de financer totalement les différentes dépenses liées donc à l'organisation des scrutins électoraux. Et ce serait la même chose cette année. L'État a pris en charge sur lui de prendre en charge toutes les dépenses liées à l'organisation des élections législatives et régionales. Cela a été prévu également dans le budget de l'État. Les gens vont dire les élections, ça ne sert pas à grand chose, mais quand on prend aujourd'hui les élections, il y a beaucoup qui arrivent également à trouver de quoi faire. Quand on prend les CELI, quand on prend les CENI, le bureau de vote, les campagnes électorales, cela permet à ce que les gens puissent avoir donc accès, puissent avoir quelque chose en main. Donc les élections régionales, législatives vont permettre à certaines personnes de pouvoir gagner quelque chose, de pouvoir avoir des sources de revenus et tout ça là. Donc quand on prend un peu, quand on analyse un peu le budget, on se rend compte que tout ce qui a été prévu, non seulement plus de 50% donc du budget consacré au secteur social, mais quand on prend un peu le budget en détail, vous verrez bien que les secteurs de l'éducation, les secteurs de la santé, les secteurs, comment l'appelle-t-on, de l'énergie, tous ces secteurs-là, ce sont des secteurs vitaux de notre pays. Ce sont les services auxquels le citoyen lambda a besoin. Nous avons besoin d'aller à l'école. Nous avons besoin de nous soigner lorsqu'on est malade. Nous avons besoin d'avoir de l'énergie à la maison. Non seulement pour développer notre petit commerce, mais pour pouvoir faire face à nos différentes activités quotidiennes. Donc, je pense que quand on prend de façon grosso modo ce budget-là, on se rend compte que les dotations budgétaires qui sont prévues permettent à ce que qu'on puisse voir réellement le changement donc dans les conditions de vie et de travail des populations. Mes chers amis, et nous devons encourager ces différents efforts-là. Nous devons encourager comment l'appelle-t-on, cette mobilisation des recettes. Nous devons accompagner la mobilisation des recettes. Parce que quand on prend le budget, la plus grande partie des recettes mobilisées provient des impôts, qu'elles soient indirects ou directs, sur les impôts sur les revenus, impôts sur comment l'appelle-t-on, sur les sociétés, et tout ça là, la TVA, tout ça. Tout le monde paye toutes ces formes d'impôts là. Hein? Les impôts, les taxes, la plus grande partie, c'est ça. Donc, si on n'accompagne pas les efforts comment l'appelle-t-on, les efforts de l'Office togolais de recettes et toutes les différentes institutions de la République, donc les différentes sociétés de l'État qui contribuent donc au budget de l'État, comment est-ce que l'État va faire pour faire face à ces différents défis-là dans les secteurs essentiels, le secteur de la santé, de l'éducation, de l'énergie et tout ça, l'accès à l'eau potable et tout ce que vous connaissez. C'est l'effort de tout un chacun. Et nous devons accompagner la mobilisation des ressources. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de l'argent disponible actuellement. C'est au fur et à mesure que l'État mobilise les ressources, c'est au fur et à mesure qu'on arrive à subvenir donc aux différents besoins exprimés par la population, notamment quoi? Notamment les salaires qui sont payés aux fonctionnaires. Notamment les salaires qui sont payés aux fonctionnaires, notamment les marchés publics qui sont conclus, pour permettre à ce que les opérateurs économiques également puissent avoir leur part dans l'exécution du budget. Notamment quoi? Notamment pour permettre à ce qu'on puisse investir dans l'éducation, pour permettre à ce que nos élèves puissent avoir accès à une éducation de qualité. Donc voilà un peu en grosso modo. On peut passer toute une journée pour expliquer l'impact que nous aurons véritablement dans l'exécution de ce budget. On n'en finira pas. Mesdames, Messieurs, je pense que nous avons fait le tour de ces différents aspects-là. Nous avons essayé de relever les implications réelles en termes d'amélioration, en termes d'impact sur la vie des populations. Et tout au long de l'année, nous reviendrons véritablement sur un certain nombre d'aspects liés à l'exécution de ce budget-là pour encourager les autorités à faire davantage, pour accompagner les efforts qui sont consentis, pour que chacun d'entre nous puisse bénéficier donc de l'exécution de ce budget-là, que les conditions de vie des populations dans la localité dans laquelle nous nous retrouvons, quelle que soit la localité dans laquelle nous nous retrouvons, sur toute l'étendue du territoire national, que nous puissions également sentir un petit changement, que nous puissions sentir donc l'impact que le budget a eu sur notre vie quotidienne. Mesdames, Messieurs, j'espère que nous avons passé d'agréables moments à expliquer un peu le budget de l'État exercice 2024 et c'est ensemble que nous arriverons à exécuter ce budget-là. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Comme je le dis toujours, c'est à l'issue des discussions, du dialogue, du débat qu'on arrive donc à faire ressortir les idées novatrices, les idées qui permettent d'opérer des changements durables, des changements qui ont un impact véritable sur les conditions de vie de nos populations, tout en espérant vous retrouver, du moins la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.